Massure a simulé un cancer pour saboter mes rêves d'Ivy League, alors j'ai exposé ses mensonges et j'ai regardé sa vie s'effondrer. 2 ans plus tard, elle est à ma porte en train de pleurer, demandant si nous pourrons jamais redevenir sûrs. Massure a simulé un cancer pour saboter mes rêves d'Ivy League, alors j'ai exposé ses mensonges et regardé sa vie s'écrouler. 2 ans plus tard, elle est à ma porte, en pleurs, demandant si nous pourrions un jour redevenir sûrs. Massure était prête à tout détruire pour me surpasser, y compris elle-même. En grandissant, j'ai toujours essayé d'être la meilleure amie de ma sœur-aînée, Sacha. J'achetais tous mes vêtements en fonction de ce à quoi ressemblait sa garde-robe. Et chaque fois qu'elle commençait un hobby, je le commençais aussi. Mais au lieu de vouloir être ma meilleure amie, elle a commencé à me voir comme son adversaire numéro 1. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison après avoir remporté un prix en course, en danse ou dans tout autre de ses hobbies que j'avais copiés, j'étais la première qu'elle interpellait. Je parie que tu ne pourrais pas faire ça, n'est-ce pas? Elle agitait ensuite le prix devant mon visage, mais au lieu de pleurer ou d'être jalouse, je la serrais très fort dans mes bras et lui disais à quel point j'étais heureuse pour elle. Mais cela ne faisait que la mettre encore plus en colère, et elle me repoussait violemment. Parfois si fort que tout mon corps tombait sur le sol. Mais ce n'est qu'à mon 12e anniversaire que j'ai finalement renoncé à essayer, car mes parents m'avaient offert un vélo rose scintillant, celui que Sacha avait toujours voulu. Dès que je l'ai déballé, j'ai couru jusqu'à sa chambre et j'ai frappé à sa porte. Quand je l'ai amené dans le jardin et que je lui ai montré ce que j'avais, je lui ai demandé si elle voulait être la première à le chevaucher. Bien sûr, dit-elle avec un sourire narquois. Elle m'a dit qu'elle voulait le conduire sur la route, et comme elle avait 16 ans, j'ai pensé qu'elle était assez responsable. Mais au lieu de s'asseoir sur le siège, elle a croisé mon regard et l'a jeté sur la route juste au moment où un camion passait et le détruisait. Mon cœur s'est brisé, et ce fut la fin de mon enfance. J'ai juré de ne plus jamais lui parler de mes réussites, ni d'aucune nouvelle de ma vie d'ailleurs. Malheureusement, quand j'avais 14 ans, j'ai remporté la première place aux championnats régionaux de cross-country. Sacha n'était pas encore partie à l'université, alors elle a entendu mes parents en parler. À ma surprise, au lieu de s'énerver, elle a demandé à venir à ma cérémonie de remise des prix. J'ai dit oui avec enthousiasme parce que je pensais qu'elle essayait de reconstruire notre amitié. Le grand jour, l'entraîneur annonçait les gagnants par ordre croissant. Sauf qu'il n'a jamais prononcé mon nom, car juste avant qu'il ne le fasse, Sacha s'est évanouie de façon spectaculaire sur le sol. Tout le monde s'est tourné vers ma famille pour demander si elle allait bien. Elle ne s'est réveillée qu'au son des sirènes d'ambulance à l'extérieur. Oh, désolé, tout le monde, a-t-elle annoncé, se redressant d'un coup. Je n'ai juste pas assez mangé aujourd'hui. Tout le monde s'est émerveillé de la voir rétablie. J'ai simplement levé les yeux au ciel. À partir de là, j'ai gardé presque tout dans ma vie secret, non seulement pour ma sœur et mes parents, mais pour toute ma famille. Cela a rendu ma vie plus solitaire, et il a fallu beaucoup d'efforts pour étouffer mon désir de courir vers mes parents quand j'avais de bonnes nouvelles. Avance rapide jusqu'à mes 17 ans, où j'ai été acceptée dans une université Ivy League. Mes parents ont trouvé la lettre d'acceptation avant moi. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère a crié. « Chérie, nous sommes si fiers de toi. » Sans perdre de temps, ils ont commencé à prendre un tas de photos de moi avec ma lettre d'acceptation pour les afficher partout sur leurs réseaux sociaux. Et pour la première fois depuis des années, je les ai laissés être heureux pour moi, car je m'étais dit que Sacha ne pouvait rien gâcher. Mais encore une fois, j'avais tort, car le lendemain, je me suis réveillée avec mes parents qui faisaient irruption dans ma chambre et jetaient toutes mes affaires dans des sacs poubelles noirs. Ta survient d'être diagnostiquée avec un cancer des ovaires de stade 3. Elle aura besoin d'une chambre pour ses affaires et d'une autre pour dormir. La voix de ma mère tremblait et mon père avait les larmes aux yeux. J'ai instantanément su qu'elle simulait. J'avais juste besoin d'une sorte de preuve. Sacha est rentré plus tard ce jour-là avec un sourire narquois. Ses cheveux étaient complètement chauves, ce qui était drôle car j'avais vu une photo sur sa story avec ses cheveux flottants au vent il y a à peine un mois. Malgré tout, elle s'est allongée et a dormi, disant que le cancer la fatiguait. Cette nuit-là, j'ai cuisiné son plat préféré, la berçant dans une sécurité illusoire. Après 2 semaines où j'ai dormi sur le canapé, Sacha a organisé une fête pour commémorer sa propre bravoure. Elle a invité toutes nos connaissances, y compris des filles de ma classe. Parfait. À mi-chemin, j'ai tapé sur mon verre de Fanta avec une fourchette. Sacha, fais un discours. Nous sommes si fiers de toi. Elle a immédiatement récité un discours que je l'avais entendu pratiquer des dizaines de fois dans le miroir de la salle de bain. Elle était à mi-chemin de ses fausses larmes quand je me suis approchée d'elle et l'ai serrée dans mes bras. Et juste au moment où j'étais sur le point de m'éloigner, j'ai décollé sa perruque chauve. Ses cheveux blonds se sont déroulés jusqu'à sa taille. Sacha a hurlé. Ma mère a haleté si fort que j'ai cru que ses poumons allaient se ratatiner. Pendant que tout le monde digérait ce qui se passait, j'ai allumé la télévision à plein volume. Là, j'ai diffusé un clip que j'avais capturé de Sacha pratiquant son discours dans le miroir quand elle pensait que personne ne regardait. Au lieu d'affronter enfin ses mensonges, elle a quitté la maison en trombe et s'est enfuie en voiture. Je suis montée dans ma chambre et j'ai laissé mes parents s'occuper de dire au revoir à tous les invités. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec ma mère qui me giflait le visage. Comment as-tu pu embarrasser Sacha comme ça alors qu'elle lutte contre le cancer?
J'ai juste regardé ma joue en feu. Ma mère a dit que Sacha leur avait raconté que j'avais arraché ses extensions capillaires coûteuses, celles pour lesquelles elle avait dépensé des milliers d'euros en extensions réalistes parce qu'elle ne voulait pas que les gens la plaignent d'être chauve. Je n'arrivais pas à croire que mes parents aient cru cette histoire, mais ils l'ont fait. Ils ont complètement cru que leur fille atteinte d'un cancer avait des extensions secrètes que j'avais cruellement exposées. Au cours des jours suivants, les choses ont empiré. Sacha est revenu avec une pile de documents médicaux. Carte de rendez-vous, résultats de tests et même un calendrier de traitement. Je ne sais pas comment elle les a falsifiés, mais ils semblaient assez réels pour convaincre mes parents. L'entête semblait authentique et tout. Ensuite, elle a commencé à leur dire que j'étais émotionnellement abusive, que je la harcelais à propos du diagnostic de cancer. Elle a dit que j'étais jalouse de l'attention qu'elle recevait et que j'essayais de tout ramener à mon acceptation à l'université. Mes parents m'ont programmé un rendez-vous de thérapie d'urgence. Ils ont dit à la thérapeute que je montrais des signes de troubles de la personnalité narcissique et que j'avais besoin d'une aide immédiate. La thérapeute a semblé sceptique au début, mais mes parents étaient si convaincus qu'elle a accepté de me voir 2 fois par semaine. Ces séances étaient brutales. Je devais rester assise pendant que cette femme me demandait pourquoi je ressentais le besoin de blesser ma surmalade. Elle voulait explorer mes problèmes de jalousie et mon besoin d'attention. J'ai essayé d'expliquer que Sacha mentait, mais cela n'a fait qu'empirer mon cas. La thérapeute hochait la tête et écrivait des notes sur mon déni. Pendant ce temps, Sacha a pris le contrôle de la maison. Elle organisait de petites réunions où la famille élargie venait rendre visite à la courageuse patiente. Elle faisait des commentaires subtils sur la difficulté d'avoir une sœur qui ne la soutenait pas. Rien d'assez évident pour la dénoncer, mais assez pour empoisonner tout le monde contre moi. J'ai commencé à tout documenter. Chaque fois qu'elle faisait une erreur ou se contredisait, je l'écrivais. Quand elle prétendait avoir une chimiothérapie le mardi, mais publiait des selfies au centre commercial, je faisais des captures d'écran de tout. Je construisais un dossier, mais j'avais besoin de quelque chose de concret. Une nuit, je suis rentrée tard de l'école. J'avais travaillé sur un gros projet à la bibliothèque. Quand j'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran était fissuré et il ne s'allumait plus. Tout mon travail scolaire avait disparu. Des années d'essais et de projets étaient anéantis. Le clavier était tordu comme si quelqu'un avait marché dessus. J'ai trouvé Sacha dans la cuisine en train de faire du thé. Elle m'a souri et a dit que la technologie pouvait être si peu fiable. Puis elle a demandé si j'avais sauvegardé mes dossiers de candidature à l'université. La façon dont elle l'a dit m'a fait comprendre qu'elle savait exactement ce qui était arrivé à mon ordinateur. J'ai passé la semaine suivante à tout reconstruire de mémoire. J'ai dû refaire des devoirs et supplier les professeurs de me donner des prolongations. Certains m'ont cru, mais d'autres pensaient que je cherchais des excuses. Mes notes ont commencé à baisser à cause du stress. À l'école, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles j'étais instable. Quelqu'un a raconté à tout le monde que j'avais attaqué ma surmalade lors de sa propre fête de soutien. Des personnes que je connaissais depuis des années ont commencé à m'éviter dans les couloirs. Ma table de déjeuner s'est lentement vidée jusqu'à ce que je mange seule. Puis est arrivée la lettre de l'université de mes rêves. Ils avaient reçu un signalement anonyme concernant un comportement préoccupant et souhaitaient discuter de mon acceptation. Quelqu'un avait rapporté que j'harcelais un membre de ma famille atteint d'une maladie en phase terminale. Ils devaient enquêter avant de finaliser mon inscription. Je savais que c'était Sacha, mais je ne pouvais pas le prouver. Elle avait été si prudente pour rester anonyme, mais elle avait fait une erreur. Elle a utilisé des phrases spécifiques dans la plainte qu'elle avait déjà utilisée. J'ai immédiatement reconnu son style d'écriture. J'ai décidé de faire preuve de créativité dans ma collecte de preuves. J'ai acheté de minuscules enregistreurs vocaux et je les ai cachés un peu partout dans la maison. Je voulais la prendre en flagrant délit d'aveu lorsqu'elle pensait que personne n'écoutait. Les enregistrements ont capté plus que ce à quoi je m'attendais. Tard dans la nuit, j'entendais Sacha au téléphone rire de la naïveté de nos parents. Sa voix traversait les minces murs, dégoulinante de mépris, alors qu'elle décrivait leurs visages inquiets. Elle se vantait auprès de ses amis d'avoir obtenu ma chambre et d'avoir ruiné mes projets universitaires. J'ai sauvegardé chaque fichier sur plusieurs comptes cloud, créant sauvegarde après sauvegarde, les mains tremblantes. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui écouterait réellement. Mes parents étaient trop ancrés dans le déni. C'est là que je me suis souvenue de tante Hélène. Elle avait toujours été sceptique à l'égard de Sacha. J'ai appelé Hélène depuis un téléphone public à l'école, car Sacha surveillait mon portable. Je lui ai tout raconté le plus vite possible. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit qu'elle avait des soupçons. Hélène a accepté de venir nous rendre visite ce week-end. Elle prétendrait venir soutenir Sacha, mais elle voulait en fait voir les preuves que j'avais recueillies. Ce vendredi-là, je suis rentrée à la maison pour découvrir que mes enregistreurs avaient disparu. Chaque appareil avait disparu de sa cachette. Sacha était assise sur le canapé en train de lire un magazine, comme si de rien n'était. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. J'avais toujours les sauvegardes cloud, mais j'étais paranoïaque. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes mots de passe et mis en place une authentification à 2 facteurs. Hélène est arrivée le samedi matin.
Elle a serré Sacha dans ses bras et lui a dit qu'elle était courageuse, ses talents d'actrice rivalisant avec ceux de Sacha. Plus tard, Hélène a demandé à voir ma chambre. Une fois seule, je lui ai tout montré sur mon téléphone. Les enregistrements, les captures d'écran, la chronologie des mensonges que j'avais méticuleusement documentés. Son visage s'est assombri en écoutant le rire cruel de Sacha. Hélène a dû s'asseoir sur mon lit lorsqu'elle a entendu la partie où Sacha planifiait d'intercepter ma lettre d'acceptation. Nous avons passé 1 heure à tout examiner. Hélène a souligné des incohérences que j'avais manquées, comme la façon dont ces documents médicaux avaient tous le même filigrane, ou la terminologie médicale légèrement erronée. Hélène a dit qu'elle parlerait à mes parents, mais que nous devions être stratégiques. Elle a suggéré d'attendre le dîner. Au dîner, Sacha était en pleine performance. Elle repoussait sa nourriture et soupirait à propos de son appétit coupé par le traitement. Hélène a entamé une conversation décontractée sur son plan de traitement, mentionnant qu'elle avait un ami oncologue qui pourrait aider. Sacha a donné des réponses vagues sur la confidentialité. Quand Hélène a insisté pour avoir le nom de l'oncologue, Sacha a soudainement eu besoin d'utiliser la salle de bain, se déplaçant lentement pour jouer la faiblesse. Pendant qu'elle était partie, Hélène a demandé à mes parents s'ils étaient allés à des rendez-vous avec Sacha. Ma mère a admis que non. Hélène a alors sorti son téléphone et leur a montré ma présentation de preuves. Au début, ils ne voulaient pas regarder, mais Hélène a insisté, passant méthodiquement par chaque enregistrement et capture d'écran. Ma mère est devenue blanche en entendant Sacha rire de les avoir dupés. L'expression de mon père est passée de l'incrédulité à l'horreur, puis à la rage en l'espace de 30 secondes. Sacha est revenue et nous a trouvés tous en train de la fixer. Le silence était assourdissant. Elle a immédiatement commencé à pleurer en disant que nous nous liguions contre une patiente atteinte d'un cancer. Quand cela n'a pas fonctionné, elle m'a accusé de falsifier les enregistrements avec l'IA. Mon père s'est levé lentement et lui a demandé directement si elle avait le cancer. Elle a essayé d'autres larmes, mais il a juste répété la question. Finalement, elle a explosé. Elle a crié que nous aimions tous mes réussites plus qu'elle, et que j'avais volé l'attention de mes parents. La vérité a jailli. Elle a admis avoir tout simulé, y compris la destruction de mon vélo, et a dit que c'était de notre faute si elle se sentait invisible. Ma mère a commencé à sangloter. Mon père a dû se rasseoir, agrippant le bord de la table. Hélène a enregistré toute la confession sur son téléphone. Sacha a alors foncé sur moi, hurlant que j'avais tout ruiné. Ses ongles ont entaillé le bras de ma mère lorsqu'elle a tenté de s'interposer. Le sang a mis fin au choc de tout le monde. Mon père a attrapé Sacha et l'a retenue. Elle se débattait et criait. Hélène a appelé le 911. Les ambulanciers sont venus pour le bras de ma mère, mais ont fini par emmener Sacha également. Elle s'était mise dans un tel état qu'il craignait qu'elle ne se blesse. Elle n'arrêtait pas de crier que tout était de ma faute en partant. La maison était vide après ça. Ma mère a eu besoin de points de suture. Cette nuit-là, mes parents se sont assis avec moi pour s'excuser. Ils ont dit qu'ils avaient été tellement sous le choc de l'histoire du cancer qu'ils n'avaient jamais remis cela en question et avaient fini par permettre ces mensonges. J'ai tout raconté à propos de tous les sabotages qu'elle avait faits pour qu'ils comprennent que ce n'était pas nouveau. Nous avons convenu que Sacha avait besoin d'une aide professionnelle. Mon père a trouvé un endroit spécialisé dans les troubles de la personnalité. Pendant ce temps, je devais rétablir ma vie. J'ai envoyé l'enregistrement de la confession à l'université, et mon acceptation a été confirmée. Le directeur des admissions a appelé personnellement pour s'excuser de la confusion. L'école était plus difficile à arranger. Les rumeurs ne meurent pas facilement, mais je me suis concentrée sur mes vrais amis. Mes professeurs, AP, étaient particulièrement compréhensifs. Sacha est rentrée après 3 jours d'observation, tenue d'assister à une thérapie 2 fois par semaine. Le thérapeute a dit qu'elle montrait des signes de troubles de la personnalité narcissique avec des traits antisociaux. Elle a emménagé dans son ancienne chambre sans s'excuser. Nous nous évitions. Mais elle n'avait pas fini d'essayer de me blesser. Je l'ai surprise dans ma chambre un jour, en train de fouiller mes documents universitaires. Mon acceptation était froissée. La violation de mon espace m'a donné la chair de poule. J'ai installé une serrure sur ma porte cette nuit-là. Mes parents n'ont pas fait d'objection. Le clic de cette serrure est devenu le son de la sécurité. Les mois suivants ont été tendus. J'ai commencé à garder tout ce qui était important dans un coffre-fort. Le code était mon anniversaire, un geste de récupération. Même le choix de ces chiffres, code du coffre, était un sentiment de récupération. L'université a finalement confirmé qu'elle maintenait mon acceptation. Le comité d'admission a déclaré comprendre la situation et apprécier mon honnêteté. Ils ont même offert des ressources pour gérer les traumatismes familiaux. J'ai pleuré en lisant cet email. Le soulagement m'a submergé par vagues. Mon avenir était à nouveau assuré. Le chemin à suivre était clair. La saison du bal de promo est arrivée et je me suis permis d'être excitée. J'avais trouvé une belle robe en solde et mon ami Aaron m'a demandé d'y aller en ami. C'était agréable d'avoir quelque chose de normal à espérer. Je me suis même surprise à fredonner en faisant mes devoirs. L'ancienne joie rampait à nouveau.
La robe était suspendue dans mon placard comme la promesse d'une soirée parfaite. La nuit du bal de promo, j'étais en train de me maquiller lorsque j'ai entendu un bruit. Ma robe était par terre, recouverte de ce qui ressemblait à de l'eau de javel. Le tissu était ruiné. D'énormes taches blanches recouvraient toute la matière bleue. La porte de la salle de bain de Sacha s'est refermée dans le couloir. L'odeur chimique m'a brûlé le nez. Je suis restée là, en sous-vêtements, fixant la robe détruite, sentant toute l'excitation s'envoler. J'ai eu envie de crier, mais j'ai appelé Hélène à la place. Elle est arrivée en voiture avec l'ancienne robe de bal de sa fille. Elle était verte au lieu de bleu, mais elle m'allait parfaitement. Hélène m'a coiffée pendant que j'essayais de ne pas pleurer. Elle m'a dit que j'étais belle et elle le pensait. Ses mains étaient douces alors qu'elle épinglait chaque boucle. Elle avait même des bijoux assortis dans son sac, comme si elle avait su que j'aurais besoin d'être secourue. Au bal, personne ne s'est soucié du fait que ma robe était différente de ce qui était prévu. Aaron et moi avons dansé jusqu'à ce que nos pieds nous fassent mal. Pendant quelques heures, j'ai oublié Sacha et le chaos à la maison. J'ai pu être une adolescente normale célébrant avec des amis. Le gymnase avait été transformé avec des lumières scintillantes et des banderoles argentées. Nous avons pris des dizaines de photos, des sourires sincères, remplaçant les sourires forcés des portraits de famille. Quand je suis rentrée à la maison, Sacha était dans le salon. Elle a regardé la robe verte et son visage s'est affaissé. J'ai réalisé qu'elle avait attendu de me voir pleurer à propos de la robe ruinée. Lorsque j'ai souri et que j'ai dit que j'avais passé une nuit incroyable, elle est partie en trombe dans sa chambre, sa déception étant palpable. Pour une fois, son plan pour me blesser avait complètement échoué. La semaine suivante, sa thérapeute a organisé une réunion de famille. Elle a dit que Sacha avait admis l'incident de la robe et plusieurs autres actes de sabotage. La thérapeute a recommandé un programme plus intensif, peut-être un traitement résidentiel où Sacha pourrait se concentrer sur sa guérison sans déclencheur. Elle a expliqué que l'approche actuelle ne fonctionnait pas assez rapidement. Mes parents étaient partagés. Ils voulaient aider Sacha, mais s'inquiétaient de l'envoyer loin. La thérapeute a expliqué que parfois la distance était nécessaire pour que tout le monde guérisse. Elle leur a donné des brochures pour plusieurs programmes spécialisés dans les troubles de la personnalité, des pages glacées remplies de promesses de rétablissement. Chaque établissement avait des témoignages de familles qui avaient retrouvé la paix grâce à la séparation. Cette nuit-là, j'ai entendu mes parents se disputer. Maman voulait essayer le programme résidentiel, mais papa pensait qu'ils avaient échoué envers Sacha en ne le remarquant pas plus tôt. Ils se renvoyaient la faute. J'ai mis des écouteurs et j'ai essayé de me concentrer sur mes devoirs. Les problèmes de calcul se brouillaient à travers mes larmes. Leur voix forte pénétrait même à travers ma musique. Sacha a dû les entendre aussi, car le lendemain, elle a annoncé qu'elle irait en traitement. Elle a dit qu'elle était fatiguée d'être toujours en colère. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'air vraiment épuisée au lieu de comploter quelque chose. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux. La lutte semblait l'avoir quittée, remplacée par quelque chose de vide. Nous l'avons conduite à l'établissement le lundi suivant. C'était à 3 heures de route, entouré de montagnes et de jardins. Le personnel semblait gentil mais ferme. Ils ont expliqué que le programme durerait au moins 6 mois avec des séances de thérapie familiale une fois par mois. Le bâtiment ressemblait plus à une retraite qu'à un hôpital. D'autres familles disaient au revoir sur le parking, portant chacune leur lourde histoire. Sacha a serré nos parents dans ses bras pour leur dire au revoir, mais m'a ignoré. Cela ne me dérangeait pas. Je n'avais pas besoin d'une réconciliation en larmes. J'avais juste besoin qu'elle se fasse aider et qu'elle me laisse tranquille. Alors que nous nous éloignions en voiture, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années, regardant l'établissement disparaître dans le rétroviseur. Les montagnes semblaient paisibles, comme si elles pouvaient contenir toute la douleur de notre famille et la transformer. La maison était paisible sans elle. J'ai réintégré ma chambre correctement, étalant mes affaires sans crainte. Mes parents et moi prenions des dîners tranquilles où nous parlions réellement. Maman recommençait à me demander comment s'était passée ma journée, sincèrement intéressée par mes réponses. Nous jouions même à des jeux de société certains soirs, redécouvrant comment être une famille de 3. Je me suis lancée dans les activités de dernière année. J'ai rejoint le comité de l'annuaire et j'ai commencé à donner des cours de maths aux élèves des classes inférieures. Mon acceptation à l'université était sécurisée et je pouvais enfin profiter du lycée. Mes amis ont recommencé à passer du temps avec moi une fois que le drame s'est calmé. Mon calendrier s'est rempli d'activités normales d'adolescente. La vie est devenue merveilleusement ordinaire. La première séance de thérapie familiale a été rude. Sacha a dû reconnaître le mal qu'elle avait causé. Elle a lu à partir d'une liste, d'un ton monocorde et clairement malheureuse. Mais la thérapeute a dit qu'admettre ses torts était la première étape, même si elle ne le ressentait pas encore. La pièce sentait la lavande et semblait trop petite. Nous étions assis en cercle. La distance entre nous se mesurait à plus que des mètres. Nous y allions une fois par mois comme requis. Parfois Sacha participait, et parfois elle se contentait de nous fusiller du regard. La thérapeute a travaillé avec nous tous sur les limites et la communication. Mes parents ont dû admettre qu'ils avaient permis son comportement en ne s'y attaquant pas plus tôt.
Chaque séance soulevait des couches de dysfonctionnement familial. Maman pleurait beaucoup. Papa a appris à exprimer des émotions au-delà de la colère. J'ai appris à parler pour moi sans culpabilité. J'ai commencé à consulter mon propre thérapeute pour tout assimiler. Elle m'a aidé à comprendre que les problèmes de Sacha n'étaient pas ma faute. La dernière année de lycée est passée très vite. Je suis entrée dans la National Honor Society et j'ai remporté une bourse pour mon essai sur la façon de surmonter les défis familiaux. Mes parents venaient à chaque cérémonie, rayonnant de fierté. Ils avaient appris à célébrer mes réussites sans culpabilité. Chaque accomplissement était le mien seul. Sacha s'est lentement améliorée en traitement. Ses lettres à la maison sont devenues moins colériques et plus réfléchies. Elle a commencé à prendre ses responsabilités sans blâmer les autres. La thérapeute a dit qu'elle faisait de réels progrès, mais nous a avertis de ne pas nous attendre à des miracles. Le rétablissement serait un voyage de toute une vie. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais espoir qu'un jour j'aurais peut-être la sûre que j'avais toujours voulu. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que prévu. J'ai aperçu mes parents au 3e rang. Maman pleurait déjà. Quand ils ont appelé mon nom pour la bourse, papa a hurlé si fort que tout le monde s'est retourné. Après avoir obtenu mon diplôme, je les ai trouvés dans la foule. Tante Hélène m'a tendu une carte avec un chèque pour mes frais d'université. Nous sommes allés déjeuner. À mi-chemin des hors-d'œuvre, le téléphone de maman a sonné. C'était l'établissement de traitement. Sacha voulait me parler. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 2 mois. Mes parents m'ont regardé avec attente, mais n'ont pas insisté. J'ai pris le téléphone dehors. Elle m'a dit « Félicitations pour l'obtention de ton diplôme ». Sa voix était différente, plus calme. Elle a posé des questions sur mes projets universitaires et a écouté la réponse. Quand je lui ai parlé de la bourse, elle a dit « Bon travail ». Sans sarcasme, juste sincèrement. La conversation a duré 5 minutes, mais m'a semblé significative. L'été s'est déroulé dans la préparation. Hélène a organisé une fête de départ. L'établissement de traitement a appelé pour une session familiale spéciale avant mon départ. Nous nous sommes rendus en voiture un samedi. Sacha avait l'air plus saine. Elle a lu à partir d'un papier, les mains tremblantes. C'était une excuse, une vraie. Elle a passé en revue des incidents spécifiques et a reconnu la façon dont il m'avait blessée. Elle a dit qu'elle avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique et des traits limites. Elle a dit que ce n'était pas une excuse, mais une explication. Quand elle a fini, nous sommes restés assis en silence. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore, mais je l'ai remerciée pour les excuses et j'ai dit « J'espère que le traitement continuera d'aider ». C'était tout ce que je pouvais donner à ce moment-là. La thérapeute a dit que c'était parfaitement bien. Le pardon ne pouvait pas être forcé. 2 semaines avant l'université, j'étais en train de faire mes valises quand j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une petite boîte emballée dans mon tiroir de bureau. À l'intérieur se trouvait un collier avec ma pierre de naissance. Un petit mot disait « Pour ton nouveau départ ». Je l'ai fixé pendant longtemps. Je ne l'ai pas porté, mais je l'ai mise dans ma valise. Les progrès se faisaient par petites étapes. L'emménagement à l'université fut chaotique, mais la chambre est devenue comme à la maison. Sacha m'a envoyé des SMS occasionnellement. Je suis rentrée pour les vacances de Thanksgiving. Sacha a été autorisé à une visite supervisée. Nous nous sommes assis à table comme des étrangers faisant semblant d'être une famille, mais la conversation a démarré. Elle a posé des questions sur mes cours. Elle a aidé à débarrasser les assiettes. Elle a dit qu'elle nous remerciait de ne pas avoir abandonné. Les vacances d'hiver ont apporté plus de changements. Sacha a terminé la première phase du traitement et a déménagé dans un programme de logement de transition. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une librairie et a commencé des cours en ligne. Nous avons eu une autre session familiale où la thérapeute a parlé de réintégration. Sacha ne rentrerait pas immédiatement, mais elle pourrait nous rendre visite. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Chaque réalisation était pleinement la mienne maintenant. Je suis rentrée pour les vacances de printemps. Sacha avait visité plusieurs fois. Nous avons dîné ensemble un mercredi. Elle a posé des questions sur mon stage de recherche, sans chercher de faiblesse à exploiter. Elle a dit que cela semblait impressionnant et m'a souhaité de réussir. Après son départ, mes parents m'ont regardé. J'ai dit que c'était bien. Et parfois, bien, c'était suffisant. Sacha et moi avons parlé en privé sur le porche arrière. Elle a dit qu'elle savait qu'elle m'avait volé des années, mais qu'elle voulait faire mieux. Je lui ai dit que j'appréciais cela, mais que la confiance prendrait du temps, peut-être pour toujours. Elle a dit qu'elle comprenait. Pendant ma 2e année d'université, elle a offert de m'aider avec mes devoirs de chimie. Elle a été patiente et a expliqué les choses clairement. Nos conversations sont devenues une routine. Des SMS hebdomadaires sur l'école, des appels vidéo mensuels. Le respect des limites était significatif. Au moment où ma 2e année s'est terminée, notre relation avait trouvé un terrain stable. Elle est venue à ma cérémonie de remise de prix académique et a applaudi sincèrement. J'ai étudié à l'étranger cet été-là.
Sacha m'a aidé à faire mes valises et m'a donné des conseils de voyage. Elle a même pleuré des larmes de joie quand elle m'a dit au revoir à l'aéroport. Elle m'a demandé de lui envoyer des cartes postales. Pour mes candidatures aux études supérieures, Sacha a offert de relire mes déclarations personnelles. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Elle a donné des commentaires réfléchis, sans essayer de saboter quoi que ce soit. Elle a même offert de m'aider à déménager. La veille de mon déménagement, elle m'a demandé si nous pourrions être de vrais sur un jour. Pas maintenant, mais éventuellement. Quand assez de temps se serait écoulé et que la confiance serait reconstruite. J'ai dit peut-être, que je voulais croire que c'était possible, mais que je ne pouvais rien promettre. Elle a dit que c'était juste, plus que ce qu'elle méritait. Elle m'a donné un petit cadeau. Une photo encadrée de nos enfants, souriante. Je l'ai accrochée dans mon nouvel appartement, un rappel que les gens pouvaient changer, que les familles pouvaient guérir. Sacha et moi nous envoyons des SMS régulièrement maintenant. Nous construisons quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui a été détruit. C'est fragile et imparfait, mais c'est à nous. Peut-être que c'est suffisant pour l'instant. Nous ne sommes pas la famille que nous aurions pu être. Trop de dégâts pour cela. Mais nous sommes la famille que nous avons choisi de devenir. Cicatrisée, mais en guérison. Prudente, mais pleine d'espoir. Un jour à la fois.